Dès leur arrivée en Belgique, la sûreté publique leur avait demandé de quitter le pays et de chercher un autre refuge. Ils avaient pris un avocat anversois du comité de défense des droits de juifs, Léon Kubowicki, qui avait fait valoir auprès du directeur de la sûreté publique que la Belgique n'était qu'une étape avant leur émigration vers les États-Unis, planifiée pour mars 1939. Il apportait comme preuve de leur départ imminent un télégramme émanant de maître Léo Apatov, notaire de la République à Brooklyn, États-Unis, attestant que l'obtention du visa était imminente. En réalité, rien n'était moins sûr. Émigrer aux États-Unis n'était pas simple. De plus, F était hésitante, car elle craignait la violence de la société américaine. Elle riait de ses peurs et se moquait d'elle-même en exprimant combien il était stupide d'imaginer que New York en 1938 puisse être plus violente que Vienne en 1938. Quand nous aurons le visa, je pense que je m'en accommoderai, disait-elle en souriant. La sûreté publique finit par leur remettre une feuille de route qui leur permettait de résider en Belgique jusqu'au 30 juin 1939. Chapitre 11. L'Exode, 12 mai 1940. Le convoi militaire fut attaqué peu après Assevent. 3 Stuka Junkers JU-87 en piqué mitraillaient les wagons en enfilade. F s'était laissé glisser sur le ballast lors d'un ralentissement dans un virage, bien avant que les avions ne fussent visibles, en entendant le rugissement des moteurs monter dans les aigus. Les bombes explosèrent, la terre et le ciel se mirent à trembler. Ils couraient. Les ronces leur éraflaient les jambes. L'air était chaud. Derrière eux, les explosions, le claquement des mitrailleuses résonnaient sans fin. Des cris, le bruit sec et saccadé des armes et le silence. Ils s'étaient tapis dans des buissons, loin de la voie ferrée. Ils y restèrent jusqu'au début de l'après-midi, incapables de bouger. F était prostrée. Son visage était hagard, elle se sentait totalement perdue, sans aucun moyen de réagir. Si elle avait pu anticiper l'attaque du train, elle n'avait eu aucune idée de la façon de s'en sortir. Quelques minutes plus tôt, elle avait rêvé d'une issue possible à cet exode, elle s'était vue en sécurité, faisant venir A, mais non. Elle se retrouvait à nouveau en rase campagne, ne sachant quelle direction prendre, tenant H, silencieux, presque absent par la main. Ils avaient traversé un pont encore intact sur la Sambre et s'étaient dirigés vers Requigny. Des champs à perte de vue, un sentiment de calme inattendu après ce qu'ils venaient de vivre. Quand H ralentissait, elle s'asseyait quelques minutes ou le portait dans ses bras. Il leur fallut plusieurs heures pour rejoindre une des colonnes humaines qu'ils avaient aperçues au loin. La nuit était tombée. Le ciel était dégagé, la lune haute les éclairait presque comme en plein jour. Des campements étaient installés au hasard le long de la route. Leurs jambes fatiguées ne les portaient plus. Une famille leur offrit de partager une botte de paille jetée à même le sol, un peu de pain et de l'eau. Ils s'endormirent épuisés. Ils reprirent la route le lendemain à l'aube. Un pas après l'autre, ils allaient vers le sud, avec comme seul repère la position du soleil au cours de la journée et la direction générale des militaires qui fouillaient le front. Il fallait éviter les grands axes et les villes importantes qui étaient les cibles privilégiées de l'aviation allemande. Ils rencontrèrent des groupes isolés qui circulaient dans des sens différents, voire opposés. Chacun développait une stratégie pour ne pas rencontrer les Allemands. « N'allez pas plus loin,
Ferrières-la-Grande est occupée par les Allemands. Ils tirent sur tout le monde. Les cadavres s'amoncellent sur la place du village. Des monstres, pire qu'en 14. Chacun discutait, argumentait. Les Allemands étaient partout. Ils vont se concentrer sur la Hollande et la Belgique et n'attaqueront pas le reste de la France. Il faut atteindre Aulnoy-Aymeries. À partir de là, la voie est libre. On peut reprendre le train et descendre en dessous de Paris. Au loin, le canon tenait et le ciel vibrait. Des Spitfires anglais et les De-Watine français remontaient vers le nord. Ils tentèrent de se diriger vers Beaufort à travers champs. Ils étaient des milliers. De plus en plus fréquemment, ils tombaient sur des cadavres de chevaux éventrés, d'hommes, femmes serrant leurs enfants dans les bras. Ils marchèrent plusieurs jours sous un soleil torride, souffrant de la faim et de la soif. Autour d'eux, chacun avançait concentré sur sa propre souffrance, sachant qu'aucune aide ne viendrait de l'extérieur. Les gestes de générosité dont ils avaient bénéficié au début de l'Exode se faisaient rares. Les réserves de chacun s'épuisaient. Personne n'avait plus rien à donner. Les riches, ceux qui avaient une voiture ou une carriole tirée par un cheval, étaient morts, cibles privilégiées de l'aviation, déchiquetés par la mitraille, ou alors ils étaient plus loin et en sécurité. Il ne restait que les pauvres, ceux qui se déplaçaient à pied et dont la situation se dégradait de jour en jour. F voyait sur le bord de la route les vieillards et les enfants épuisés, entourés de cadavres de chevaux, de corps en décomposition. Un tableau de toutes les horreurs s'étalait dans les chemins et les champs fleuris. Les odeurs de chair putréfiée, d'excréments et de transpiration de milliers d'êtres humains agglutinés se mélangeaient. Venait s'y mêler, après la mitraille, l'odeur particulière du sang frais, fade et métallique, qui se mélangeait à celle du métal chauffé à blanc et des gaz d'échappement des avions. Comment pourra-t-on survivre ? F pensa en perdre la raison, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle se sentait elle-même comme une enfant attendant que quelqu'un vienne la chercher. D'une manière obsédante, elle ne pensait plus qu'à H. Elle se demandait comment elle pouvait lui insuffler le désir et la force de rester en vie, alors qu'elle-même sentait fondre son énergie et sa capacité de se projeter dans l'avenir. Aucune solution à court terme ne lui venait à l'esprit. H parlait peu, avançait comme un automate désarticulé. Elle lui répétait souvent la même phrase. « Je veux que tu vives, mon chéri, tu dois vivre. C'est la chose la plus importante. Je donnerai ma vie pour que tu vives. Ne te laisse pas aller. Maman veut que tu vives. » Elle lui disait combien il comptait pour elle. Elle le portait le plus qu'elle pouvait, mais le redéposait à terre après quelques dizaines de mètres. Elle était arrivée à convaincre des militaires qui les doublaient sur un chariot tiré par 2 chevaux de le prendre avec eux, alors qu'elle-même continuerait à marcher. Elle tenta de s'accrocher au bas-côté du véhicule, mais le pas des chevaux était trop rapide et les militaires refusèrent de prendre les civils. H voyait F s'éloigner à chaque tour de roue. Elle courait à présent affolée, les bras tendus. Il devinait son cri, voyait sa bouche tordue et les larmes qui coulaient sur ses joues, mais il ne l'entendait pas. « Tu dois vivre, tu dois vivre, tu dois !» Chapitre 12. Charleroi 1938-1939. A et F faisaient l'objet d'une surveillance permanente. Le chef Leport passait régulièrement leur demander s'il avait reçu les visas leur permettant d'entrer aux États-Unis. Au-delà des difficultés du quotidien et des événements politiques qui obscurcissaient l'avenir,
la vie reprenait ses droits. L'immigration juive à Charleroi était principalement d'origine polonaise et russe. Alors que les juifs religieux s'étaient concentrés surtout à Anvers, les juifs de Charleroi étaient pour la plupart laïcs et politisés, avec une tendance nette pour le communisme. Au lendemain de la Grande Guerre, beaucoup étaient arrivés comme ouvriers dans les usines métallurgiques et les mines pour répondre à la demande d'une industrie en pleine expansion et pallier au manque de main-d'œuvre locale. Progressivement, ces hommes avaient pu quitter leurs conditions d'ouvriers pour reprendre leurs activités antérieures, tailleurs de vêtements, fourreurs, maroquiniers, coiffeurs, bouchers, et développer des commerces plus ou moins prospères. Au cours des années 20, les familles avaient fui la Russie et la Pologne en raison de l'intensification des pogroms et leur nombre augmenta encore à partir de 1933. Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir et les premières mesures anti-juives, une fois arrivées, elles avaient reproduit le modèle qu'elles connaissaient au travers de la langue et de la nourriture. Certains soirs, du côté de la rue Chavannes, on était enveloppé par le fumet des plats qui rappelaient les souvenirs, le village, la vie et la tranquillité d'autrefois. Le bouillon de poule, le tchoulent épais, du goulash pimenté au paprika, des latkes, du gefilte fish, des boulettes de poisson et tant d'autres. Ils aimaient se rencontrer entre eux et parler, se souvenir, se plaindre et refaire le monde. Leur langue restait le yiddish, mais la plupart d'entre eux, surtout ceux qui étaient en contact avec la population belge locale, avaient très vite appris le français. Au fil des années, des enfants étaient nés et ils étaient entrés à l'école, porteurs du rêve de leurs parents, de les voir devenir médecins ou avocats. A et F avaient fait la connaissance des amis de Bernard. L'une des premières rencontres qu'ils firent se passa chez Paul et Salah Hollander, qui habitaient rue du Pont-Neuf, un peu plus bas que le parc Astrid. Une dizaine de personnes étaient assises autour de la table et mangeaient des gâteaux, buvaient du thé sucré à la confiture de fraises. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ils parlaient de la situation politique et économique, du devenir des Juifs en Autriche et en Allemagne. L'atmosphère était enfumée, le ton montait vite. Tous n'étaient pas d'accord sur la signification à donner aux événements. Paul Hollander était communiste. Il appelait au combat contre le fascisme, au soutien des brigades internationales en Espagne, ainsi qu'au soutien de l'Union soviétique et du camarade Staline. Il annonçait de grandes violences et préconisait la résistance et le combat au sein des organisations communistes. Les positions étaient très nuancées. Certains grommelaient sans rien dire, tandis que d'autres se voulaient simplement rassurants. La seule solution serait de partir pour la Palestine, disait Shevar. Un nouvel équilibre va s'installer. L'Amérique, la France et l'Angleterre n'accepteront jamais les diktats d'Hitler. Les Juifs en ont vu d'autres. Les pogroms, on connaît. Attendons. De toute façon, la Belgique a demandé la neutralité. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Himmeln bleien, verstellen blaue Tag.